Auparavant, je vous propose de faire un petit pas de côté, de s'éloigner un peu du domaine qui est purement médical pour porter, comme monsieur le soulignait, l'attention vers le domaine sociétal. Dans une société française qui vieillit, voilà, je laisse tout le monde s'asseoir et bouger, voilà. Dans une société française qui vieillit, et où on le sait depuis hier, la pyramide des âges vient de s'inverser avec 10 ans d'avance sur les prévisions démographiques. C'est incroyable, 10 ans d'avance, on inverse la pyramide des âges et on part dans la dénatalité. Dans ces conditions, s'il vous plaît, comment doit évoluer notre système de soins, de santé, de prise en charge des personnes âgées? Est-ce qu'il faut construire encore plus d'établissements de soins dans les prochaines années? Est-ce que les futurs retraités, les générations qui arrivent à la dépendance sont prêtes à rentrer aussi en institution? On a longtemps dit que les post-68ards n'iraient jamais en EHPAD parce que ça ne convenait pas à leur mode de vie. Est-ce que c'est en train de s'avérer ou pas? Et puis, quid de la question des aidants et du soutien aux aidants? C'est sont quelques-unes des questions que l'on va aborder tout de suite avec Sylvie Bonin-Guillaume, qui va nous rejoindre, qu'on peut applaudir, qui est présidente de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Praticien hospitalier Marseille, professeur à l'Université de Marseille, puis on le dit, vous représentez également la France dans plusieurs instances européennes et vous allez donc pouvoir nous donner des points de vue largement différents sur ces questions. Jean-Marie Robin, qui est directeur de recherche émérite à l'INSERM voilà, et à l'École pratique des hautes études, et vous allez partager vos travaux sur l'augmentation progressive de la durée de vie. Julien Damon, qui est professeur associé à Sciences Po, qui dirige la société d'études et de conseil Éclair. Vous avez écrit, voilà, il nous rejoint, un article il y a quelques mois, au titre un peu sulfureux, Démographie des EHPAD ou des crèches. Voilà, qu'est-ce qu'il faut construire demain en France? Et puis enfin, Thomas Rapp, qui est professeur de sciences économiques à l'Université de Paris-Cité, dirige la chaire Aging Up. Vous êtes spécialisé en économie de la santé. Et on parlera, entre autres, avec vous de cette étude dans laquelle vous êtes partie prenante, qui est menée frontalement, c'est assez rare, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, sur l'organisation des soins à domicile ou en EHPAD. Mais dans un premier temps, je me tourne vers Jean-Marie Robin. Je disais, la France vieillit, alors qu'on a dit ça, surtout depuis hier, on enfonce des portes ouvertes. On va essayer d'aller voir un peu plus loin avec vous et de voir comment cette France vieillit, quitte là aussi, comme ce qu'on a fait depuis ce matin, à casser à certaines idées reçues. Alors, première question toute simple, est-ce qu'en France, on vit de plus en plus vieux? Alors oui, on vit de plus en plus vieux, en tout cas en moyenne, c'est ce que nous indique cet indicateur d'espérance de vie qui continue d'augmenter, même si depuis 2010, dans l'ensemble des pays développés, l'espérance de vie augmente beaucoup moins vite qu'elle a augmenté pendant une quarantaine d'années, depuis la fin des années 60 jusque justement en 2010, où là, elle augmentait de 3 mois par an, ce qui est considérable, parce qu'une augmentation de 3 mois par an, c'est une année d'espérance de vie gagnée tous les 10 ans, tous les 4 ans, pardon, et en 40 ans, puisque ce mouvement s'est produit pendant 40 ans, c'est 10 années de gagner. Et c'est ça qu'on a appelé la révolution de la longévité des adultes. Dans le fond, c'est ce gain. Et c'est vrai qu'au lendemain de la guerre, lorsque des pays comme la France ont mis en place finalement l'organisation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, avec l'âge de la retraite, la sécurité sociale, les gens pensaient que la vie était bornée vers 75 ans en moyenne. Et aujourd'hui, on est sur des valeurs de 85 ans parce qu'il y a eu ce gain de 10 années d'espérance de vie entre la fin des années 60 et 2010 qui était totalement imprévu. Depuis 2010, la croissance de l'espérance de vie, qui est réelle, s'est beaucoup ralenti. Et les valeurs observées aujourd'hui, celles qui ont été communiquées par l'INSEE pour 2025, hier, je crois, sont très proches des valeurs qu'on avait atteintes en France en 2014. On peut les rappeler au passage? Oui, alors ces valeurs, c'est déjà plus de 80 ans et 3 mois, quelque chose comme ça, pour les hommes, et puis 85 ans
et 9 années, je crois, c'est-à-dire presque 86 ans, c'est-à-dire que la croissance se poursuit plus lentement, mais la France va peut-être, comme le Japon, comme Hong Kong, atteindre des valeurs d'espérance de vie de 86 ans pour les femmes. Ouais. Vous nous dites, on a eu cette formidable hausse de l'espérance de vie jusqu'aux années 2010, où là, ça commence à ralentir, et on a adapté notre système de prise en charge des personnes âgées de la dépendance à cette hausse continue. Est-ce que depuis 2010, on a atteint un plateau? Est-ce que physiologiquement, notre espèce humaine, on atteint ce cap des 85 ans en moyenne et qu'on ne dépassera pas ou peu? Eh bien, nous n'en savons rien, parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes dans un espèce de plateau. Dans le lendemain de l'après-guerre, l'espérance de vie a vraiment bondi. Alors là, on a gagné presque une année d'espérance de vie par année, et ça s'est produit entre 1946 et 1959, 58 ou 59, c'est-à-dire juste avant le début des années 60. Et dans les années 60, on a eu un très fort ralentissement de la croissance de l'espérance de vie. Dans certains pays, aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays de l'Europe du Nord, c'est un arrêt complet de la croissance de l'espérance de vie pendant une dizaine d'années, avant que justement on connaisse pendant 40 années cette croissance assez soutenue. Et ces années 60 ont donné l'occasion de débats extrêmement intenses sur quel est le futur de l'espérance de vie. Mais l'avis partagé, c'était que après ce gain fantastique dans le lendemain immédiat de l'après-guerre, on avait largement récupéré ce qui s'était passé pendant la guerre, et puis on avait fait un gain assez incroyable quand même, qui nous amenait vers 75 ans d'espérance de vie espérée. Et donc, tout le monde s'est mis à penser, mais vraiment, que dans le futur, sûrement il y aurait encore des gains d'espérance de vie, mais il serait très, très, très limité. Alors, ce que je ne sais pas, parce que je vois déjà qu'aujourd'hui, le débat qui s'amorce dans les grandes revues scientifiques ressemble beaucoup au débat qu'on a eu, pas dans les années 60, parce que dans les années 60, c'est comme depuis 2010, c'est 10 ou 11 années qui se sont passées, on commence à observer cette rupture, mais le débat vient tout le temps après. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, le débat qui commence à s'installer, c'est le même qui s'est installé dans les années 70, c'est-à-dire sur un débat qui a conduit finalement tous les instituts de statistiques de prévoir des gains très très faibles d'espérance de vie dans le futur, qui ont été complètement enfoncés par la réalité. Et je pense que, je ne sais pas, c'est pour ça que je ne sais pas vous répondre, mais je pense qu'on va repartir exactement dans le même type de discussion, que la plus grande probabilité, c'est qu'effectivement, parce qu'on a des bonnes raisons pour ça, de dire ça y est, on est au bout de ce qui est possible, mais aussi qu'on soit tout à fait surpris par les découvertes, qu'elles viennent des ingénieurs ou qu'elles viennent des biologistes ou qu'elles viennent des médecins, et que je ne sais pas si on se retrouvera dans une quarantaine d'années, mais on se dit, vous voyez, l'espérance de vie a encore pris 10 ans, et maintenant elle n'est plus de 85 ans, mais elle est de 95 ans. Ouais, passionnant pour le statisticien que vous êtes de nous rappeler que l'espérance de vie, elle n'est pas linéaire, justement, que cette courbe n'est pas linéaire, qu'on atteint à un certain moment un plateau, et que dans un imaginaire collectif, on imagine que 75 ans, c'est le niveau maximum de vie. Il y a du plateau, puis tout d'un coup, ça repart. Là, on arrive à 85 ans, on est sur un nouveau plateau. Qu'est-ce qui va se passer demain? En fait, personne ne le sait. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on a un système de santé adapté derrière à ces nouvelles donnes. Alors, on ne sait pas si on va vivre de plus en plus vieux, si ce plateau va monter, mais vous, Julien Damon, je sais que ce qui vous inquiète, parce que vous l'avez écrit à plusieurs reprises, c'est l'explosion véritable du nombre de centenaires en France. Là-dessus, quand même si on est sur un plateau, nous dit Jean-Marie Robin, on a aussi des stats sur les centenaires. Alors je le redis, ça ne m'inquiète pas, et je pense qu'il y a nombre d'entre nous qui, dans la salle, seront, dans quelques décennies, centenaires, donc très bien. Mais je trouve que, quand on parle de ces affaires de démographie, notamment de vieillissement, on s'envoie plein de chiffres à la figure. La part des plus de 65 ans, des plus de 60 ans par rapport à la part des plus de 20 ans, etc. Alors ceux qui s'amusent avec ces chiffres sont capables de dire que la part des
c'est que ça générait plus, se rapproche de plus en plus de la part des jeunes qui ont moins de 20 ans, très bien. Mais sur les centenaires, c'est une bonne entrée pour voir ce qu'est le vieillissement. Et d'ailleurs, on peut le faire très simplement. Combien il y a de centenaires en France aujourd'hui? On va faire un quiz, ça va vous faire bosser. Et puis comme il faut faire de l'exercice, hein, on va lever le bras. Est-ce qu'il y a aujourd'hui 10 000 centenaires, 50 000 ou 100 000 centenaires? Alors, qui pense 10 000? Et les copies seront ramassées à la fin. 10 000, voilà. Un tiers de la salle, d'accord. Qui dit 40 000 alors, ou 50 000? Un tiers. Et qui pense 100 000? À peu près un tiers. Bon, et la réponse est 40 000. Mais alors, en 1900, vous aviez 100 centenaires, voyez-vous. En 1970, on avait autour d'1 millier. Aujourd'hui, on est autour de 40 000. Et puis, 100 000, c'est vers 2040. Voilà, c'est une illustration du vieillissement. Je vais même plus loin, 300 000 en 2070, selon Oui, il y a même, l'INED a projeté jusqu'en 2100, il y aurait presque 1,5 million de centenaires. Voilà, c'est assez intéressant dans nos affaires, au sens où, illustration du vieillissement, évidemment. Et puis, c'est aujourd'hui, à cet âge, que la moitié de la population se trouve en établissement, dans les EHPAD. Et justement, ça pose, et vous le dites très bien, la notion d'équilibre aussi sociétal. Comment est constituée une société entre les équilibres en ces différences d'âge? Et il y a ce papier que vous avez écrit, qu'on peut consulter un peu partout. Entre autres, c'est les élus doivent choisir, à votre avis, aujourd'hui, entre construire des crèches ou construire des EHPAD. Nous sommes en période de campagne municipale et tout élu vous dira que, bien entendu, il va faire des efforts majeurs pour tous les âges de la vie. Voilà. Il y en a un qui vote plus que l'autre, au passage. Il y en a un qui vote plus que l'autre, c'est un sujet. J'ai un autre scoop que le nombre de centenaires, c'est que ça va très mal en termes de budget public. Notez, s'il vous plaît, parce que si vous n'êtes pas au courant, vous pourrez le rappeler ce soir. Et en effet, localement, mais même nationalement, il s'agit de faire des choix. Dans l'introduction, Sophie Boissard rappelait les grandes données ramenées par l'INSEE. Oui, la baisse de la fécondité fait que la France s'inquiète. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'inquiète dans son histoire, mais il s'agit de savoir ce qu'il peut être loisible, judicieux, efficace en matière de soutien à la natalité. Mais c'est ce qui invite probablement à dépenser. Et puis, toute notre journée en témoigne, il faut faire davantage d'efforts en matière de, appelons ça, soutien à la longévité. Alors, il faut des crèches ou des EHPAD alors à l'arrivée? Oui, alors bon, je résume ça par une formule bien simple, hein, c'est des crèches ou des EHPAD. Pim, pim, pim. Hélas, alors ça dépend pour qui, hélas, mais je pense que la tendance est plutôt à déployer des efforts en direction des personnes âgées. Alors, au regard de la composition du public, je ne vais pas me faire que des copains, là, mais non pas en raison d'âge, mais en raison de vos préoccupations professionnelles. Mais être âgé, ça dure beaucoup plus longtemps qu'être petit enfant. Être âgé, ça dure beaucoup plus longtemps que d'être parent de petits enfants. Alors, sans parler de sacrifice de l'un ou de l'autre, je pense que ce sont des sujets en trame de nos discussions, parce que l'effort légitime ou non, efficace ou non, en matière de petite enfance, c'est un rien obéré par le nécessaire effort pour soutenir le bien vieillir. Donc vous plantez l'éléphant dans la pièce, dans cette grande amphi de l'Académie de médecine, à savoir de dire oui, on a quand même un enjeu sociétal sur la construction d'EHPAD ou de crèches dans un vieillissement accéléré de la France. Oui, on va avoir des enjeux d'équilibre entre les différentes strates d'âge de notre société qui se posent déjà. Et un troisième éléphant que vous appuyez, au-delà en plus de l'aspect budgétaire qui n'est pas le plus inconscient, c'est de se dire, attention, est-ce que les vieux qui arrivent ou les générations qui arrivent, notamment post-mai 68, voire plus récentes, vont accepter d'aller dans les mêmes établissements qu'on a construits jusqu'à présent et qui continuent de tourner? En tout cas, ils vont avoir des demandes beaucoup plus importantes en termes de liberté, de qualité, parce que quand vous mettiez auparavant, il y a des décennies, des vieillards, c'est l'expression qu'on employait, dans des hospices, les services qui leur étaient offerts n'étaient pas de haute tenue, voilà, pour le dire de façon diplomatique, mais leurs attentes historiques, c'était pas non plus de se voir dans des chambres de 10 ou 20 mètres carrés individuelles, hein, c'était dans des conditions même déplorables ou même effroyables. Pour
les personnes qui aujourd'hui sont dans des établissements, mais il n'y a pas que des établissements dans la vie, mais pour les personnes qui sont dans les établissements, la qualité s'est considérablement améliorée. Alors modulo, toutes les bagarres qui peuvent exister sur tel ou tel établissement. Alors certains ont mis en avant un truc qui est assez vrai, c'est que les personnes qui commencent à entrer dans les établissements, pour nombre d'entre elles ont vécu mai 68, ou en tout cas ont historiquement vécu des périodes où il y avait une volonté, une aspiration à la liberté, et puis c'est des gens qui ont vécu dans une opulence relative élevée par rapport à l'histoire de l'humanité, et qui vont avoir des aspirations bien plus importantes, encore une fois, de liberté, de rencontre, de domicile, d'habitat, plutôt que d'avoir simplement une chambre médicalisée. Pour l'avenir des établissements, pour plus largement l'avenir des services aux personnes âgées, les attentes d'écoute, de personnalisation, de qualité de service vont être encore plus grandes. Oui. Les attentes vont être plus grandes et ces personnes-là seront-elles prêtes à aller en institution alors qu'elles ont vécu une autre vie largement différente de celle de leurs parents, leurs grands-parents? Parce que je citais tout à l'heure en vous présentant cette grande étude que vous lancez entre plusieurs universités, donc internationales, 30 000 personnes, donc un échantillon qui est conséquent. Alors, l'étude, elle est en cours, mais on a quand même quelques petites tendances qui apparaissent, notamment sur l'acceptation d'aller en établissement ou pas au moment de la retraite pour ces générations post-68. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme tendance dans cette étude lorsque vous posez cette question aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en France et dans les Nordiques? Oui, alors d'abord à votre question, est-ce qu'il faut investir dans des crèches ou des EHPAD? Moi, ma conviction, c'est qu'il faut mettre des crèches dans les EHPAD. Ce qui se fait parfois, ce qui commence à se faire. Et qui est un modèle qui est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a des synergies qui sont importantes. Ouais. Donc on est parti dans notre enquête d'un constat simple, c'est on met en place des politiques du bien vieillir, on met en place des innovations, on met en place des idées sans toujours s'interroger sur les attentes des personnes, les préférences des gens, qu'est-ce que veulent vraiment les gens. Et ne pas mettre ces attentes et ces préférences au cœur de nos décisions, ça peut nous conduire à rater la cible. Et donc depuis une vingtaine d'années, on a engagé en Europe un virage vers l'investissement dans les soins au domicile, en faisant l'hypothèse que les séjours en établissement, les décisions d'entrée en établissement créaient finalement une forme de désutilité, une forme de mal-être chez les personnes, et que pour maintenir leur bien-être, il fallait nécessairement mettre de l'argent dans le déploiement de services au domicile pour les maintenir à leur domicile, coûte que coûte. Et donc, sans prendre parti, on a regardé la littérature et on a identifié que finalement, peu de travaux s'étaient intéressés aux préférences. Qu'est-ce que veulent les gens? Et on sait que ces préférences comptent beaucoup dans les décisions qui sont prises. Il y a des dimensions cliniques, évidemment. On ne peut pas rester chez soi si on est en mauvaise santé. Il y a des dimensions économiques. On ne peut pas rester chez soi si on n'a pas les moyens de rester chez soi. Et puis, il y a une dimension liée aux préférences, aux attentes des personnes. Et on peut mesurer ces préférences avec des méthodes économiques. Et donc, on a lancé une grande enquête dans plusieurs pays pour mesurer ces préférences. Nos travaux sont en cours de publication, mais pour les premiers résultats qu'on a en France, on a constaté que près de la moitié des Français expriment des préférences en faveur des établissements. C'est-à-dire que près de la moitié des Français s'estiment finalement avec une qualité de vie supérieure en considérant les entrées en établissement que plutôt que de rester chez eux. Près de la moitié d'entre eux n'expriment pas cet avis. Près de la moitié d'entre eux ne rejettent pas l'entrée en établissement et en particulier est sensible à des dimensions comme la qualité des soins qu'on peut leur proposer. C'est-à-dire que la qualité des soins à laquelle on a accès à son domicile est peut-être différente de celle à laquelle on a accès en établissement. L'empathie, le savoir-vivre des personnels, la qualité des équipements également entrent en considération dans l'expression de ces préférences. Et donc effectivement, il y a une partie des Français qui est plus importante que celle qu'on croyait, qui n'a pas cette aversion à l'entrée au établissement et qui considère que finalement finir sa vie, changer de lieu de vie et aller en résidence, en établissement, c'est pour eux la bonne décision. Alors, on a identifié qu'il y avait un élément qui était un répulsif, c'est la dénomination EHPAD. C'est-à-dire quand on explore les préférences des individus et quand on parle d'établissements médicalisés,
il y a une plus forte préférence que quand on parle d'EHPAD. Donc il y a cette aversion, il y a peut-être... La sémantique est importante. On parlait de vieillard. Il y a une étiquette qui est attachée au terme EHPAD, qui est un répulsif important. Ouais. Sylvie Bonin, je voudrais votre sentiment justement en tant que gériatre là-dessus. Vous vous rappelez, on rappelle tout à l'heure la politique de maintien à domicile et la politique majoritaire en France depuis 2010. Et de fait, à l'époque, quand on sondait, on voyait bien que c'était un souhait aussi majoritaire des Français de rester aussi longtemps que possible chez eux, voire de décéder à domicile. Thomas Rapp est en train de quand même nous donner quelques clichés qui tombent là-dessus en disant que c'est plus si évident que cela. Vous insistez aussi sur un autre phénomène qui est important, rester à domicile, oui, mais à condition d'avoir des personnes qui viennent vous voir, des personnes qui viennent vous rencontrer, et ce n'est pas une certitude non plus lorsqu'on reste à domicile. Oui, merci beaucoup pour... alors c'est très difficile de répondre après vous, parce que vous avez dit des choses importantes. En faisant juste du pratique, c'est vrai qu'on a eu ce virage domiciliaire dans les années 2010, même en France de façon importante. Et parce que les personnes âgées souhaitent quand même aller à domicile. Donc par rapport à ce que vous dites, il y a une thèse récente faite, excusez-moi, par des étudiants de médecine en demandant à des personnes très âgées dépendantes si elles voulaient aller en EHPAD. Et elles disaient oui, mais pas pour moi, c'est pour mon conjoint si je meurs. Donc si vous voulez, je ne sais pas si tout le monde est prêt à y aller. Et chaque année, en deuxième année de médecine, je fais un petit test auprès des étudiants de médecine en disant, d'après vous, puisqu'on parle de vieillissement en général, qui voudrait aller en EHPAD lorsqu'il sera vieux? Il y a un doigt qui se lève de temps en temps, donc je demande, tiens, pourquoi? C'est pour ne pas être un poids ou une charge pour mes enfants. Alors, je ne sais pas, vous voyez, si le regard, l'âge c'est pour ça que c'est intéressant de confronter l'âge des personnes qui étaient dans cette étude. Moi, je serais ravie d'avoir la suite. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, si vous l'avez très bien dit, lorsqu'on va en EHPAD, souvent, on n'a pas le choix. C'est qu'on a des problèmes de santé qui sont quand même suffisamment importants, qui entraînent des besoins qui sont difficiles à domicile, parfois coûteux, donc on pourrait peut-être revenir après sur le coût, où le logement n'est pas adapté à ce maintien à domicile. Alors voilà, il y a peut-être des choses qui interviennent aussi dans ce non-choix. Il y a quelques choix, on les a parfois, et ceux-là, on les reconnaît. Donc, effectivement, ce virage ambulatoire, souvent on se dit, lorsqu'on est un médecin pratiquant à l'hôpital, est-ce que la personne peut rentrer à domicile? Oui, dans quelles conditions? Et on se rend compte que beaucoup veulent y retourner, et je dis souvent, mais pas à n'importe quel prix. Le n'importe quel prix, c'est les réhospitalisations, c'est l'aggravation de la situation, c'est l'impossibilité d'aller auprès de la personne et d'apporter les soins qui sont nécessaires. Et puis ce qui m'inquiète un petit peu quand même ces derniers temps, c'est l'insuffisance des personnes qui vont à domicile, parce qu'il y en a de moins en moins qui se déplacent à domicile. Du coup, on dit oui, on va mettre en place des aides. Où sont les aides ? Parce qu'on a de moins en moins de professionnels, quel que soit le professionnel, qui vont sur place voir la personne à domicile. On leur demande souvent de venir. L'aide vient souvent d'ailleurs d'un parent ou d'un proche, conjoint, conjointe, enfant, petits-enfants. Et là, c'est aussi quelque chose que vous interrogez. C'est effectivement un vrai sujet pour nous. Et personnellement, je me suis beaucoup intéressée à ce rôle qu'avaient les aidants et surtout le rôle que le médecin projetait sur les aidants. Souvent, le médecin considère que l'aidant, c'est un soignant qui va tout faire, on va le former, il va être très bon, il va pouvoir faire tout ce qu'il faut. Mais l'aidant lui-même, et parfois avec des vraies difficultés, l'âge moyen des aidants en France, c'est 60-65. Donc, si on revient à ce qu'on disait dans la première table ronde, ils sont pile poil dans ceux qui doivent être surveillés et dépistés. Et ces aidants eux-mêmes ont parfois des soucis de santé. Et le fait de s'occuper d'un proche âgé, et parfois c'est le conjoint, on pourrait revenir, et d'avoir souvent des enfants, un métier, pour 40% d'entre eux, ça les met dans une situation de contrainte très forte, avec un risque d'épuisement, et donc derrière des conséquences négatives sur leur état de santé, qui vont rejaillir sur l'état de santé de la personne âgée, puisqu'on a ainsi, par exemple, démontré qu'un aidant épuisé qui amène sa personne, enfin son parent âgé aux urgences, a 8 fois plus de chances de le réadmettre aux urgences dans le mois qui suit sa sortie. Il y a comme ça des petits messages clés qu'on essaye de faire passer et qui me semblent importants auprès des professionnels de santé. C'est est-ce que vous êtes aidant? Parce que personne ne pose la question. Même la médecine du travail ne se pose pas la question. Personne ne demande. Deuxième question, s'il est aidant, est-ce que vous êtes
épuisé, donc on a des outils très simples pour l'évaluer. Parce que derrière, lorsqu'il y a des plaintes symptomatiques, des troubles du sommeil, des difficultés à la marche, de la perte de poids, des côtés psychologiques qui rentrent d'ailleurs dans les programmes ICOP, mais finalement, lorsqu'on est aidant, on a plus de risques d'avoir un effet positif là. Donc ce serait presque une question automatique. Voilà. Donc si on est sur les aidants, donc oui, retour à domicile. Les aidants, jusqu'à quand vont-ils être capables? Ils ne sont pas là pour tout faire. Il y a eu des études il y a quelques années pour évaluer le coût d'un aidant à domicile chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer. C'est un coût énorme en milliards d'euros qu'on ne paye pas parce que l'aidant, c'est gratuit. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un peu ce regard réfléchi sur ces personnes-là qui vieillissent avec tout ce qu'il va y avoir à prendre en charge à domicile. Ouais, donc vraiment réinterroger là aussi les choix des personnes, les possibilités des personnes sur ces choix entre domicile, institution. Et on attend avec hâte les résultats encore plus détaillés de vos études, mais qui sont déjà assez surprenants. Autre étude d'ailleurs, Thomas Rapp, qui fait un petit peu le lien avec ce que nous disait Sylvie Bonin. Vous avez une étude qui précise que ce n'est pas le vieillissement qui coûte cher. Là aussi, on va faire tomber des clichés. Ce n'est pas le vieillissement qui coûte cher, c'est la perte d'autonomie. Et ça, vous l'avez prouvé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, juste une réponse. Notre enquête, on ne fait pas un sondage. On ne demande pas aux gens qu'est-ce que vous préférez. Parce que quand on demande aux gens est-ce que vous préférez vieillir, 100% des gens disent chez moi. En fait, on les met face à des choix. Et ces choix ont des attributs qui varient en fonction des choix qu'ils font. Répétés, on déduit leurs préférences. Donc, c'est une question de méthode. Mais quand on fait des sondages, en fait, on a des résultats qui sont souvent biaisés. Il y a des biais de réponse. Votre question est intéressante parce qu'elle fait appel en fait à un débat récent dans la science économique. Quand on étudie les dépenses liées au vieillissement, il y a évidemment des facteurs comme la perte d'autonomie, comme la présence de maladies qui vont accroître les dépenses liées au vieillissement. Et dans les modèles qu'on met en œuvre, il y a souvent évidemment une variable d'âge. Et vous avez 20 années de littérature économique qui montrent qu'une année d'âge supplémentaire creuse la dépense de santé, creuse la dépense d'autonomie. Et récemment, il y a eu un débat dans la science économique parce que cette lecture-là a été challengée, a été discutée. Et on se rend compte que ce qui creuse, enfin, cet effet qui est lié à l'âge, ce n'est pas un effet de l'âge, c'est un effet lié à la proximité de la mort. Et ce qui va, en fait, dans les enquêtes et dans les études économiques, expliquer cet effet d'accroissement de la dépense de santé avec l'âge, c'est tout simplement le phénomène qu'à mesure qu'on se rapproche des derniers mois de son existence, on rentre dans des parcours de soins qui créent de la dépense de santé et avec des effets un peu de boule de neige dans lequel la dépense de santé va générer encore plus de dépenses de santé. Et pourquoi est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on explique ça? Tout simplement parce que les derniers mois de la vie d'une personne, généralement, se passent à l'hôpital, avec des allers-retours fréquents au sein de services hospitaliers. On sait que les séjours à l'hôpital chez les personnes qui vieillissent sont des séjours qui peuvent créer de la dépendance iatrogène, et que c'est très difficile d'échapper à cet effet boule de neige. Et donc, les débats liés à la fin de vie sont évidemment des débats éthiques, des débats liés à la santé, mais sont aussi des débats économiques. Est-ce qu'on est préparé aujourd'hui à faire face à un pic de dépenses lorsque la génération des boomers arrivera dans les derniers mois de son existence? Aujourd'hui, non, parce que notre système de santé, les parcours de soins sont trop hospitalo-centrés et il va y avoir des pics de dépenses importants. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les personnes sur ce qui fait leur bien-être, les personnes qui vieillissent, ce qui fait leur bien-être, c'est également le lieu de leur décès. Et ils veulent à tout prix éviter de mourir à l'hôpital. Et donc, la façon dont on prend en charge les derniers mois de la vie des gens, c'est souvent beaucoup de soins hospitaliers qui coûtent extrêmement cher et qui créent beaucoup de pertes de bien-être. Et donc, notre prise en charge actuelle, elle n'est pas efficiente au sens économique du terme. C'est des euros qu'on dépense avec des pertes de qualité de vie importantes. Et donc un système non préparé, ça je l'entends dans votre propos, au moins d'un point de vue économique, trop hospitalo-centré, pas assez préventif derrière, alors que le pic du vieillissement avance en face de nous. En matière de prévention et de vieillissement, vous avez aussi une autre étude dans votre poche qui est très intéressante sur l'âge physiologique des personnes en Europe. Âge physiologique,
différent de l'âge physique. Et alors du coup, cette étude a dit quoi? Alors notamment de la France, elle passe de la France, mais aussi de nos voisins européens. Oui, c'est une étude qu'on a publiée il y a 2 ans, dans laquelle on calcule l'âge physiologique des personnes dans plusieurs pays. Alors il y a les États-Unis, il y a plusieurs pays européens. On a utilisé les données de l'enquête Cher et de l'enquête HRS, qui sont les grandes cohortes sur le vieillissement. Et donc on a développé une méthode pour mesurer l'âge physiologique qui consiste à ajouter des mois de vieillissement quand les personnes ont des problèmes de santé que n'ont pas les gens de leur génération. Typiquement, une personne fragile à 60 ans va avoir un âge physiologique qui va être plus important que son âge physique. Et puis on va retrancher des mois de vieillissement quand les gens n'ont pas les problèmes de santé qu'ont les gens de leur génération. Donc cette mesure a été développée, on l'a validée avec des marqueurs biologiques du vieillissement. Il y a 2 résultats qui sont intéressants. Quand on regarde la tranche d'âge 70-75 ans, qui est un âge extrêmement important, parce qu'à partir de 75 ans, c'est là où se manifestent en France les problèmes de perte d'autonomie, on se rend compte que quand on compare les Français avec nos voisins européens, les Français font globalement leur âge. C'est-à-dire que leur âge physiologique est proche de leur âge biologique, de leur âge physique. Les pays qui sont meilleurs que nous, de ce point de vue-là, sont les pays nordiques et la Suisse. Ils ont un âge physiologique qui est bien plus jeune que l'âge des Français. Et ça s'explique comment, alors, le fait que les pays nordiques soient meilleurs que nous et la Suisse aussi? Ça s'explique par différents facteurs. Il y a évidemment des facteurs économiques qui jouent. Il y a de grosses inégalités économiques dans le bien vieillir. Les personnes les plus riches, les mieux éduquées, vieillissent mieux que les autres. Mais ça s'explique aussi par les politiques du grand âge. Par exemple, dans les pays nordiques, les politiques qui sont mises en œuvre sont des politiques de prévention de la perte d'autonomie. Là où en France, pendant des décennies, on a mis en œuvre des politiques d'accompagnement de la perte d'autonomie. De façon très concrète, une personne qui a des difficultés à attraper des instruments, qui a un problème de force de préhension, un marqueur important de la fragilité. Pendant longtemps, les solutions qu'on a apportées à ces personnes-là en France, c'était du portage des repas si ces personnes ne pouvaient plus cuisiner. Ce qui se fait dans les pays nordiques, c'est une évaluation des besoins, des volontés des gens. Et si les personnes veulent continuer à cuisiner pour leurs proches, c'est quelque chose qui crée leur bien-être, ce que font les pays nordiques, c'est qu'ils déploient massivement des services d'ergothérapeutes qui leur permettent d'accomplir ces tâches de façon différente. Également, ces pays ont investi beaucoup dans l'offre de soins. Et l'offre de soins du grand âge, dans les pays nordiques, en Suisse, est beaucoup plus développée que dans des pays comme la France. Et donc ces facteurs-là, également la générosité des aides publiques, il y a un travail de l'OCDE qui est assez intéressant, qui montre que la France est moins généreuse pour les allocations pour l'autonomie que la Californie. Ce n'est pas le pays le plus généreux pour prendre en charge l'autonomie. Sylvie Bonin, j'aimerais bien que vous réagissiez, pour vous qui avez aussi des fonctions européennes, un regard européen là-dessus. Ce que dit Thomas Rapp est intéressant. Les Français font leur âge, ce n'est pas les bons élèves forcément, ni les bons, ni les moyens, ni les mauvais de la classe. Mais quand on compare aux pays nordiques, on a surtout une manière de faire dans les pays nordiques qui est différente. En France, quand une personne se retrouve en difficulté pour faire à manger, on va mettre en place du portage de repas à domicile, versus des pays nordiques, on va envoyer un ergothérapeute et voir comment accompagner au maximum la personne dans son autonomie. Quel est votre regard pour vous en tant que gériatre ? Qui là aussi est assez complexe et je suis effectivement d'accord du fait que le contexte économique peut jouer aussi sur ce recul du risque de dépendance et que effectivement les pays nordiques, la Suisse peut-être aussi, sont quand même plus ouverts sur la prévention. Sur l'âge physiologique, j'ai cru comprendre en écoutant Bruno Velas qu'on avait gagné 10 ans, donc je ne sais pas si en France on fait plus jeune ou moins vieux avec l'âge que l'on a gagné chronologique versus biologique. L'idée, je crois, de la prévention, c'est cela, c'est de pouvoir gagner un petit peu en âge avec en santé et surtout avec une indépendance. Et ce que vous soulevez à juste titre, je trouve, c'est qu'effectivement, lorsque plus on se rapproche du moment du décès, plus finalement ça coûte cher à tous. Est-ce que la France manque un petit peu d'organisation de l'aide ? Moi, je pense qu'elle l'organise. Il y a beaucoup de choses en France qui existent pour faciliter justement cette aide à la personne. Malheureusement, en tant que professionnel, je trouve que ça arrive souvent trop tard. Donc, lorsqu'on voit la personne, on sait qu'on aurait pu faire quelque chose avant.
Et ça, je pense que toute la prévention, si on met un accent sur la prévention pour limiter le risque de survenue de dépendance, et ce qui permettra une espérance de vie en santé que défend Jean-Marie très fort, ça c'est important. Donc c'est de très tôt identifier les risques. Après, ce que l'on fait, c'est comment gérer une dépendance. Moi je dirais comment faire pour qu'on ait une marche arrière pour la dépendance. Et la dépendance iatrogène à l'hôpital, effectivement, c'est un risque très important, on en discute beaucoup maintenant. Mettre de l'humain et de l'action, c'est important, plutôt que la technique avec le portage des repas ou des aides techniques. Cela dit, c'est avant qu'il faut réagir. Vraiment, je pense que nous, notre enjeu de demain, en France, c'est de devenir des porteurs de prévention du vieillard en santé, mais également de l'indépendance de vie. C'est ce qu'attendent les personnes âgées, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose dans notre logiciel, dans la manière dont on regarde la personne âgée et dont on l'entoure, qui est différente des pays nordiques. Comment Thomas Rabe nous disait, on va envoyer un ergothérapeute à domicile et aider la personne à rester autonome au maximum. En tout cas, nous, on a beaucoup d'aides de ménage, de femmes et d'aides à domicile qui viennent aussi avec, au domicile des personnes âgées, mais peut-être pas forcément avec le même prisme. C'est vrai. On a plusieurs possibilités d'aide à domicile. Il y a ce qui relève du médical remboursé sécurité sociale et ce qui relève du médico-social ou social qui est porté par les aides à la dépendance avec les aides à domicile. Il y a très probablement la formation des intervenants à domicile. Et puis, il y a aussi un côté un peu silo de notre organisation, puisqu'on a chaque intervenant intervient de façon indépendante, pas vraiment structurée. Je ne veux pas dire coordonnée, parce qu'on coordonne beaucoup de choses, mais finalement, comme je disais tout à l'heure, les gens ne vont plus chez les gens, puisqu'on coordonne des gens qui seraient susceptibles d'y aller, qu'on n'a pas. Donc, ça devient un vrai sujet. Donc, vraiment, l'important, c'est de pouvoir... je serais mélangé en bonne conscience, comme on le fait dans les pays du Nord, le médico-social, le social et toutes les aides, et que les aides travaillent ensemble. Les ergothérapeutes à domicile, c'est intéressant, mais pas tout le temps. Donc, c'est à certains moments de la vie. Le kiné, c'est indispensable parfois. L'infirmière, c'est pas systématique, mais ça peut être ponctuel. L'aide à domicile, etc. Les personnes âgées à domicile veulent avoir des personnes qui les voient et qui les aident dans leur quotidien, indépendamment de leur métier. Et je crois qu'en France, on est voient trop... qu'ils les aident et qu'ils soient coordonnés. Jean-Marie, vous vouliez réagir trop également. en silo, voilà. Ce que je voulais dire, c'est cette question, elle est là dans toutes nos disciplines. Et évidemment, la comparaison avec nos proches voisins, elle est fondamentale. Et on l'a tous faite et elle est très importante. Et on a plusieurs... explications, dont celle que vous avez avancée, mais il y en a aussi d'autres. Et moi, je voudrais rappeler, parce que là, c'est quelque chose qui est particulièrement bien étudié en termes d'espérance de vie, donc combien de temps les gens vivent, et d'espérance de vie sans incapacité. C'est un calcul qui est fait vraiment pour tous les pays européens par Eurostat, tous les ans maintenant depuis 2005, qui permet de savoir combien de temps les gens vivent finalement avec une bonne qualité de vie, puisqu'ils vivent sans incapacité. Et on voit très bien que la France, comme les pays du sud de l'Europe, ont plutôt des espérances de vie très élevées et caracolent en tête des classements. C'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie pour l'espérance de vie. On voit que aussi les pays du nord de l'Europe sont plutôt en queue. C'est le Danemark, c'est la Suède. Là, il n'y a pas de bonne espérance de vie. Par contre, dès qu'on regarde l'espérance de vie sans incapacité, des pays comme la France se retrouvent au milieu, un petit peu au-dessus de la moyenne européenne, mais à peine, alors que l'espérance de vie sans incapacité des pays de l'Europe du Nord ou en Suisse est extrêmement élevée. Il y a deux grandes familles d'explications. Il y a des familles d'explications qui tournent autour de la mortalité cardiovasculaire, parce qu'on sait qu'elle est très très élevée dans les pays d'Europe du Nord. On le relie à leur alimentation, qui est pommes de terre, porc, etc. Et on le relie aussi au climat et à des hivers particulièrement rigoureux, qu'on peut opposer effectivement à des hivers plus agréables au bord de la Méditerranée, en Italie, en Espagne, voilà, là où on vit, et à l'alimentation méditerranéenne. Donc là, il y a une première famille de facteurs qui est effectivement... et puis, il y a une autre famille de facteurs qui est effectivement sur comment on voit la vie. Et ça, c'est très important, et vous avez raison. Et nous, on avait justement un séminaire avec des participants qui venaient de tous ces pays européens, où on leur demandait c'est quoi le fait d'être centenaire dans votre pays? Et
vraiment, les réponses des Italiens, des Espagnols ou dans le sud de la France, les gens étaient passionnés. C'est fantastique. C'est fantastique. Il faut absolument atteindre 100 ans. Enfin, c'était vraiment grande valeur. Ça s'opposait totalement aux pays du Nord qui disaient mais on n'en voit pas l'intérêt. Si on n'est pas autonome, si on ne contribue pas à la société, donc on voit bien que les valeurs, c'est d'être autonome, c'est d'être indépendant, c'est de contribuer à la société dans les pays du Nord. Et c'est vrai qu'ils sont très très loin de cette idée d'aider quelqu'un à survivre, quelqu'un de très âgé, voilà, dans cette aide. Voilà. Ouais, passionnant ce que vous êtes en train de nous dire sur cette différence d'approche et de vision, de prisme entre le Nord et le Sud. Je reviendrai tout à l'heure avec vous sur la question d'utilité aussi de la personne âgée. Je voulais aussi compléter, vous nous dites Thomas Rabe, les Français finalement font leur âge, c'est le milieu de la classe, quoi, ni bon ni moyen. Je veux dire, c'est assez paradoxal parce qu'on a quand même eu pas mal de manifestations et de débats ces derniers temps sur la retraite. Ça reste un des pays d'Europe où on parle plus tôt en retraite, et pourtant finalement on ne vieillit pas mieux que les autres et on fait notre âge par rapport aux pays du Nord, puisqu'on est en train de faire une comparaison où là l'âge de la retraite est beaucoup plus tardif. Oui, tout à fait. Et alors d'ailleurs, les résultats qu'on a obtenus ont été confirmés par une étude qui est parue l'an dernier par une équipe de Columbia dirigée par John Beard, qui est dans le prolongement de l'étude que citait Bruno dans sa présentation, et qui confirme que quand on mesure les capacités intrinsèques des populations, les Français sont en dessous des pays nordiques et de la Suisse. Donc c'est vraiment un résultat qui est confirmé par différentes études, avec différentes méthodologies et différentes sources de données. Il n'y a pas de corrélation entre un âge de départ de la retraite plus jeune, entre guillemets, et une qualité ou une espérance de vie plus vieille. C'est une question qu'on est en train de creuser. Donc les résultats que je vous donne n'ont pas été publiés, donc il faut les prendre avec précaution. On a regardé finalement, est-ce que l'âge de départ à la retraite a un impact, une causalité sur les risques d'être fragile à 70 ans. Et ce que semblent indiquer nos résultats, c'est qu'il y a un effet très positif. Plus on travaille longtemps, plus on part tard à la retraite, moins on a de risques d'être fragile à 70 ans. Alors cet effet, il est beaucoup plus fort chez les cadres. Notre travail est en cours de publication, on l'a présenté dans pas mal de colloques et on est assez confiant dans nos résultats. Donc travailler plus longtemps réduit les risques d'être fragile à 70 ans. Et on a identifié les mécanismes en fait, économiques qui expliquent ça. Le premier mécanisme, il est lié à la perte de revenus qui accompagne le départ à la retraite. La première pension de retraite, ce n'est pas le dernier salaire qu'on a reçu. Et donc les gens ont une baisse de revenus importante à un moment qui est clé pour eux, parce que c'est le moment où ils doivent investir dans leur capital santé, ils doivent investir dans leur autonomie. Et donc cette perte de revenus, finalement, conduit à un moindre investissement dans la santé à un moment qui est clé. Deuxième facteur qui explique ce résultat, les personnes qui partent à la retraite ont des habitudes alimentaires, des habitudes d'hygiène de vie qui décrochent par rapport aux personnes qui sont actives. Elles mangent moins bien, elles font moins d'exercice physique, et donc ça, c'est un élément important. Et troisième mécanisme qui explique ce résultat, il y a dans les mois qui suivent le départ à la retraite plus d'isolement chez les personnes que, évidemment, quand ils sont en activité. Et cet isolement fait qu'à long terme, les risques de fragilité sont plus importants. Autrement dit, il faut maintenir les personnes qui partent à la retraite dans une forme d'activité. On voit par exemple dans les enquêtes européennes que des personnes qui continuent à être investies dans le monde associatif, dans les mois qui suivent leur retraite, l'effet évidemment sur les risques de fragilité est beaucoup plus favorable. Donc c'est un résultat qui est assez net, qu'on a identifié et qu'on espère publier dans les semaines qui viennent. Julien Damon, pour vous qui posez la question des EHPAD ou des crèches, votre regard un petit peu sur la retraite, effectivement, ce cliché qui tombe, c'est pas parce qu'on part à la retraite plus jeune qu'on va mieux vieillir et vivre plus vieux et vivre en meilleure santé. Non mais c'est très chouette, ça veut dire le travail c'est la santé, le travail c'est la longévité. Tout à l'heure, il nous a été rappelé qu'en 40 ans, on avait gagné 10 ans d'espérance de vie. Mais si on regarde sur 2 fois plus de temps, c'est-à-dire 8 décennies, c'est 20 ans d'espérance de vie. Alors, l'an dernier, on a fêté les 80 ans, les 8 décennies de notre sécurité sociale. L'espérance de vie, en 45, quand on fixe l'âge de départ à la retraite à 65 ans, l'espérance de vie, elle est inférieure à 60 ans.
Voilà. Alors la CGT parlait de retraite, de retraite des morts, passons cela. Mais en tout état de cause, je ne vois absolument pas comment on ne peut pas augmenter très substantiellement, je vais me faire plein de copains, l'âge de départ à la retraite dans des conditions socio-économiques qui sont les nôtres et avec les évolutions très positives, physiologiques que l'on vient d'évoquer. Peut-être me suis-je pas fait bien comprendre sur les chiffres. 45, espérance de vie 60 ans, âge de départ à la retraite 65 ans. Aujourd'hui, espérance de vie supérieure à 80 ans. 85, oui. Pour les femmes. Et pour le départ à la retraite, on se bagarre quant à savoir si ça doit être 63 ans et 1 mois ou 63 ans et 2 mois. C'est ça qui est lunaire. On arrive un peu au terme de cette table ronde. Il y a quelque chose que vous souleviez tout à l'heure, Jean-Marie, qui est quand même assez important et que nous a dit aussi Thomas Rapp, finalement, au moment de ce départ à la retraite. C'est la notion de... Alors, vous avez dit le mot d'utilité, il faut le prendre avec beaucoup de guillemets, mais la notion de sens, d'utilité, de place des personnes âgées dans la société, c'est un des facteurs, nous disait Thomas Rapp, un facteur qui peut être inquiétant en fait, au départ à la retraite. On se coupe de toute activité et, entre guillemets, de toute utilité sociale. Sylvie Bonin, j'aimerais bien avoir votre sentiment, alors que Julien Damon nous citait le nombre de centenaires qui allaient arriver, sur cette notion de sens et d'utilité. Alors, je pense que cette notion de sens, elle est fondamentale. Parce que lorsqu'une personne a une activité, ça peut aussi relever à des personnes qui ne sont pas à la retraite ou âgées. C'est-à-dire que si on a l'impression d'être inutile, de ne pas avoir de sens dans une société dans laquelle on ne se reconnaît plus, ben effectivement, il y a plusieurs risques. Donc cet après-midi, on parlera de santé mentale, mais ça va conduire parfois à des troubles psychiatriques, à défaut de psychologique importants. Et le départ à la retraite, je suis tout à fait d'accord, c'est une diminution de finances. C'est une diminution du sens de qui est-on, puisqu'on est retraité et non plus en activité. Donc, est-ce qu'on est à nouveau quelqu'un d'utile? Quelle utilité notre société fait à ces personnes? Parce qu'on se rend compte qu'on est dans une société un peu agiste, et donc parfois on parlait de pas de place aux jeunes, mais j'ai envie de dire qu'on entend parfois de pas de place aux vieux. Puis en même temps, il y a ce risque d'isolement qui est réel et qui est mauvais lorsqu'il n'est pas choisi. Il y a des isolements choisis. Il y en a qui sont contents d'être chez eux, dans leur petite maison, avec leur animal. Et puis il y a celui qui n'est pas choisi, que l'on revoit beaucoup chez les personnes âgées. Là, je pense que l'impact peut être négatif sur la santé, et on l'a déjà démontré. On sait que l'isolement social a un impact majeur, et la solitude encore plus, sur tous les grands syndromes gériatriques que l'on rencontre à l'hôpital. Donc c'est les médicaments, la dépendance, la dépression, la nutrition, la perte de fonctionnalité, le risque de chute, blablabla. Tout ça est aggravé par cette solitude et cet isolement. Donc je pense que c'est un sujet. Mais là encore, s'il est choisi, qui sommes-nous pour ne pas le respecter? Voilà, jusqu'où on peut laisser les personnes se mettre un petit peu éventuellement en danger? Ce serait mon dernier mot. Je laisse la parole à Jean-Marie. Oui, alors c'est vrai que c'est une question, c'est quelle est l'utilité des personnes âgées? Alors, c'est une question taboue, hein, oui, la oui, notion d'utilité. Je vais revenir sur effectivement 1945, quand on a mis en place la retraite à 65 ans. L'espérance de vie était ce qui a été dit. Il n'y avait pas beaucoup de personnes âgées, retraitées. C'était les vieux, c'était les personnes âgées. Et ces personnes âgées, elles avaient donc plus de 65 ans, mais pas beaucoup plus de 65 ans. À ce moment-là, dépasser 85 ans, c'était aussi rare sûrement qu'être centenaire aujourd'hui. Et on les appelait les vieux, et ils n'avaient aucune utilité. Mais si on pense à cette tranche d'âge aujourd'hui, elle a gagné une vraie utilité sociale, cette tranche d'âge. On ne l'appelle plus les vieux, on l'appelle les seniors. Ils sont en charge de beaucoup de choses, ils sont un moteur de l'économie parce que c'est souvent eux qui achètent des voitures neuves, qui s'occupent des petits-enfants, qui voyagent beaucoup, qui transfèrent une partie de leur retraite à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Enfin, et puis qui font tourner toutes les associations, la vie associative, qui sont souvent les élus municipaux. Donc ils ont créé, et tout simplement, mais ça c'est allé aussi avec l'amélioration de leur santé. Parce que lorsqu'on a fixé la retraite à 65 ans en 1945, la grande majorité de la population, les paysans, les ouvriers, les employés,
et ils n'étaient pas dans un état de santé qui leur permettait de travailler plus longtemps. Donc en fait, ce qui s'est passé depuis 1945, avec l'enrichissement de la société, avec cette société qu'on a mis en place, avec cette amélioration de l'état de santé, effectivement, l'état de santé des gens aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui de 1945. Alors, c'est vrai que, maintenant j'en viens à votre question, les très âgés, les oldest old, les personnes qui ont vécu longtemps, ceux qu'on pourrait appeler les personnes âgées d'aujourd'hui, qui ont plus de 85 ans quelque part, qui sont de plus en plus nombreux. On dit que les baby-boomers arrivent à l'âge de 80 ans, donc effectivement, ça va exploser, leur nombre va exploser. On ne leur voit pas beaucoup d'utilité aujourd'hui. C'est des arrière-grands-parents, et souvent ils sont en guerre avec les grands-parents, parce que les grands-parents ne veulent pas leur passer les petits-enfants. Donc les arrière-grands... Donc il faut qu'ils se trouvent une place, c'est sûr, ça va être leur job. Mais à mon avis, ils seront capables de remplir ce job quand leur état de santé sera suffisant. Donc voilà, il faut voir un peu la société de façon dynamique. Les personnes âgées 65 ans, qui étaient en mauvaise santé en 1945, sont en très bonne santé aujourd'hui. Ils ont gagné une place essentielle dans la société. Moi, je parie que les très âgés d'aujourd'hui n'ont pas de place dans la société. Si on améliore suffisamment leur état de santé, c'est vraiment tout l'objectif de la géroscience, eh ben, demain, ils auront une place dans la société. Sylvie Bonin, je voudrais vous laisser la dernière question, qu'on finisse aussi sur une note vraiment aussi humaine. Sur cette table ronde, on a parlé de chiffres, on a parlé de coûts, on a parlé d'âge physiologique, de différences avec les pays du Nord, du Sud. Et ce constat que vous nous rappeliez, dans les pays du Nord, on vit peut-être moins en espérance de vie, mais on vit mieux. Et après tout, ils se demandent pourquoi vivre aussi longtemps, si c'est pour vivre dans une situation qu'ils peuvent juger dégradée. J'ai envie de vous poser la même question, vous qui êtes gériatre, qui voyez des centenaires, qui avez vu beaucoup de centenaires. Est-ce qu'on a une utilité à 100 ans ? Est-ce qu'on trouve encore du sens à 100 ans ? Moi, j'ai plein d'amis qui disent moi, vieillir comme Jeanne Calment, je préfère qu'on me donne une pilule et que ça s'arrête beaucoup plus vite plutôt que de vieillir dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question avec beaucoup d'humanité ? J'ai envie de dire à vos amis qui n'ont pas eu la chance de rencontrer Jeanne Calment, parce qu'ils auraient peut-être un autre discours. Je pense que Jeanne Calment avait quelques caractéristiques des centenaires en dehors du caractère de la personne qu'elle représente maintenant, mais Jean-Marie la connaît bien parce que tu l'as rencontrée aussi. On l'a rencontrée à des âges différents. En fait, il y a des éléments qu'on retrouve chez les centenaires et puis j'ai la petite histoire de la centenaire qui est arrivée il n'y a pas longtemps à l'hôpital. En fait, ce sont des personnes qui ont des objectifs de vie, qui ne se sentent pas inutiles, donc qui ont réussi à trouver une place et un rôle dans leur société, qui n'est pas forcément toujours celle des autres, qui ont quand même un capital santé qui est bon. On sait que les centenaires à 90 ans, en général, vivaient chez eux et étaient plutôt en bonne santé, faisaient du vélo, étaient indépendants. Donc ça, un 90 ans en bonne santé, on se dit, pourvu qu'ils deviennent centenaires, on est là pour les soutenir à ça. Donc nous, on est plutôt dans l'espoir. Et puis, ce sont des personnes qui ont quand même quelque chose, je trouve, de très fort, en dehors d'un caractère assez trempé, semble-t-il, surtout chez les dames, c'est qu'ils ont des projets. Et un centenaire, il a toujours quelque chose à faire. Vous pouvez nous parler de votre grand-père ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui est mort centenaire à 107 ans, donc j'ai peut-être des bons gènes, je ne sais pas, mais... cela dit, à l'âge de 100 ans, donc j'ai été marquée par ça, il a passé une thèse de sciences, de géographie. Ouais, c'était le projet de sa vie. Donc à 100 ans, on l'a autorisé non pas à soutenir, mais à présenter une thèse de sciences en géographie qu'il avait commencé dans les Carpates en 1920, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, toute sa vie, c'est ça qu'il a tenu. Par contre, justement, une fois que ce projet est arrivé, j'ai pu voir ce déclin arriver, parce que ce projet qui était le sien, et qui pour les enfants était un projet important qu'il fallait finir, en fait peut-être qu'il aurait dû faire comme Pénélope et ne jamais la terminer. Enfin voilà, je n'ai pas la réponse à ça, mais ça montre bien qu'un projet qui tient, c'est un projet qui les tient en vie. Il était indépendant, vivait seul, à domicile, à Paris, jusqu'à 100 ans. Et il n'avait même pas besoin d'une infirmière. Pourtant, il avait des comorbidités. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le projet est pour moi quelque chose de très puissant, donc c'est ce que j'ai envie de dire à vos amis. Il est parti à 107 ans, il a passé sa thèse à 100 ans, c'était son projet. Mais il a passé effectivement 2 ans en EHPAD, donc je reviens à ce que vous disiez, dans le moment où ça devenait vraiment compliqué, mais c'est peu de temps, 2 ans sur 107 ans. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire. Voilà, qui donne matière à réfléchir. On peut les applaudir tous les 4.
pour cette table ronde sur l'enjeu effectivement des nouvelles offres que l'on peut proposer, domicile, institution, dans quel sens, de quelle manière. On va se donner une dizaine de minutes également de questions et réponses et je vois Antoine Piot qui est tout de suite prêt à appuyer sur le micro.